La technologie LoRa, et c'est en ça que ça a été aussi une nouveauté pour Orange de faire ce choix, c'est que, certains d'entre vous le savent, mais j'appuie bien sur la technologie LoRa utilise des bandes de fréquences sans licence. Ce qui, pour un opérateur qui est habitué à payer des dizaines de millions, peut-être des milliards, pour acheter des licences, c'est quand même un passage et un changement de paradigme assez intéressant. Pour vous dire, quand j'ai commencé à présenter la technologie LoRa en 2015-2016 chez Orange, on m'a traité de pirate. Il n'y a pas de QS, c'est n'importe quoi, tout le monde utilise cette bande, comment ça peut marcher, comment ça peut encaisser de la charge. Tout ce genre de questions, c'est là où c'est le métier d'un opérateur de prendre ces problématiques et d'en faire une implémentation qui tienne la route. Notre métier, c'est de déployer, d'opérer et de maintenir des réseaux. Vous le savez, tout le monde peut déployer un réseau LoRa. Vous achetez une gateway, vous la plantez chez vous, vous créez une zone autour de chez vous de 500 mètres à 1 km de rayon, et plus vous plantez de gateway, plus vous déployez votre réseau LoRa. Vous n'avez besoin de demander cette autorisation à personne, puisqu'il n'y a pas de licence à acquérir. C'est donc une extrême souplesse dans l'utilisation et le déploiement de cette technologie, mais quand vous déployez les gateways, eh ben, vous allez devoir assurer que sa connectivité est toujours assurée, que les gateways sont mis à jour, que la sécurité est maintenue toujours au bon niveau. C'est ça la différence de l'implémentation LoRa par un opérateur, c'est de vous enlever toute cette charge et toute cette complexité pour mettre à votre disposition la connectivité. Donc on a parlé des bandes de fréquences sans licence. La capacité de LoRa, j'adore cette techno, vous allez très vite le comprendre, mais ce qui est important pour moi, c'est d'expliquer ce qu'elle est capable de faire et ce pourquoi on ne doit pas l'utiliser. Vous devez considérer la technologie LoRa pour envoyer des messages de petite taille. Et quand on parle de petite taille, vous avez la norme LoRa qui dit quelque chose. Ce que nous, on sait, de par les tests que l'on a fait et la manière dont on dimensionne notre réseau, c'est qu'un message LoRa qui va être acheminé dans des bonnes conditions avec une certaine qualité de service, c'est quelque chose qui pèse une trentaine d'octets. Vous avez peut-être en tête qu'on peut aller jusqu'à 200, 220. Quand vous allez chercher dans les limites, vous allez rencontrer des phénomènes qui font que votre message passera plus ou moins bien. Donc je serai là pour discuter un petit peu de ces détails avec vous au moment des pauses, mais c'est quelque chose que l'on sait, que l'on a expérimenté et donc qu'on se sent obligé de partager avec vous. Le long range, en fonction évidemment de l'environnement urbain ou rural, on a des portées vis-à-vis des gateways qui sont de 2 à un peu plus d'une dizaine de kilomètres. Vous avez probablement vu sur Twitter tous les gens qui font des tests avec des portées de plus en plus longues en essayant de mettre des devices LoRa sur des ballons, en les envoyant, en les mettant dans des configurations toutes plus différentes les unes que les autres. On a, avec un device standard LoRa et une gateway, on a eu des portées à plus de 100 km dans un réseau et pas en conditions expérimentales optimisées. Encore une fois, c'est le métier de l'opérateur d'aller mettre les bonnes antennes aux bons endroits. Vous ne posez pas trop des questions de portée de LoRa. Ce que vous devez vous demander, et on verra qu'il y a des outils pour ça, c'est vous demander si à l'endroit où vous voulez déployer votre projet, vous avez de la couverture. C'est notre travail de vous mettre de la couverture à disposition. Et enfin, sa principale caractéristique par rapport à toutes les technos qui existaient avant, c'est bien le fait que la consommation énergétique des modules est extrêmement faible et que maintenant, on commence à avoir des prix de modules extrêmement intéressants. J'attire votre attention sur l'histoire de la consommation énergétique. Quand on parle de consommation énergétique faible, c'est pour la transmission de la donnée. Dans tous les projets sur lesquels on a travaillé et sur lesquels vous travaillez, vous avez des capteurs qui doivent collecter de la donnée et pour chercher ensuite à la transmettre. La consommation du capteur, elle n'est pas à négliger. Parce que certains vont vous ruiner, entre guillemets, l'aspect très faible conso
Donc vous avez une stratégie de consommation électrique à prendre en compte au niveau de la transmission de la donnée, mais aussi au niveau des capteurs. Et ce qui est un des points de LoRa, c'est que c'est une technologie qui est propriétaire, mais qui est propriétaire de la société Semtech, mais qui a décidé que pour assurer le plus grand succès à cette technologie, il fallait être dans un modèle de partage, un modèle ouvert. C'est la raison d'existence de la LoRa Alliance, dont Orange est membre très actif, qui regroupe tous ceux qui sont intéressés de près ou de manière un petit peu plus utilisateur à cette technologie. Ce qui est intéressant à noter ici, c'est que cette alliance a été créée en 2015, qu'à ce jour, il y a plus de 500 sociétés et opérateurs qui sont membres de la LoRa Alliance. Pour prendre une comparaison, ça a pris à la Zigbee Alliance 15 ans à arriver à ce nombre de participants. C'est vous dire si le rythme d'adoption mondiale de la techno LoRa est fort, ce qui nous conforte dans le choix qu'on a fait. Toute technologie, et même la plus efficace et la plus belle, n'a pas d'existence s'il n'y a pas d'écosystème. D'accord ? Sur LoRa, c'est bien le cas, puisqu'on a déjà des gens qui ont fait des objets et que j'espère que vous êtes aussi nombreux à ici aujourd'hui vouloir en créer des nouveaux produits, des nouveaux services. Mais si personne ne fabrique des objets pour cette techno, elle peut exister, mais ça s'arrêtera là. Il y a aussi la nécessité d'avoir des fabricants de modules, de chipsets et de toutes les solutions hardware qui vont permettre de les utiliser. Et bien sûr, des opérateurs qui déploient ces réseaux. Si on n'a pas ce triptyque opérateur, intégrateur, fabricant de modules, ça ne marche pas. C'est pour nous un des critères qui est important quand vous allez devoir choisir une technologie pour un projet, bien sûr pour ses qualités techniques intrinsèques, mais aussi sur le fait que le marché va continuer à vous approvisionner en modules, en chipsets et à des prix aussi qui sont raisonnables. Cette question du module versus le chipset, on a vu qu'elle était importante pour nous, en particulier dans la phase où vous êtes dans la phase initiale de conception de votre objet, puisque quand vous voulez implémenter la technologie LoRa, il y a principalement deux solutions qui s'offrent à vous. La première, c'est de prendre vraiment le module SX12 quelque chose de chez Semtech, de faire votre implémentation de la stack LoRa dans un microcontrôleur et de venir nous présenter ça en nous disant est-ce que vous pensez qu'on a bien bossé et que ça va marcher sur votre réseau. Ça nécessite un investissement, on va dire, en temps et une certaine compétence dans l'implémentation de la stack LoRa. Ça a un avantage, c'est qu'une fois que vous avez fait cette implémentation, vous allez pouvoir la rentabiliser sur un nombre d'objets, mais qu'il faut que votre nombre d'objets soit déjà important et on considère que c'est au-dessus de 2500. Ce qui, quand on est dans la phase initiale, soit de maquettage, de prototypage, ou bien de POC sur le terrain, mais avec une centaine de pièces, va vous faire des coûts qui sont un petit peu difficiles à encaisser au départ. C'est pour ça que un certain nombre d'acteurs ont déjà fait ce travail pour vous, et ça prend la forme de modules. C'est un module dans lequel vous avez déjà ce travail qui a été fait d'optimisation de l'antenne, d'intégration de la stack LoRa, et en gros, ça se comporte comme un modem. Vous avez une liaison de série, vous lui envoyez les données, et elle gère tout le reste. Et donc, vous avez bien à considérer cette phase de choix de la solution d'implémentation de la techno au départ. C'est la même chose, mais écrit de manière un petit peu différente pour introduire l'évolution de système on chip qui arrive aujourd'hui. C'est que quand vous utilisez un module, vous avez la partie radio, vous avez le microcontrôleur qui a fait l'implémentation de la stack LoRa, et vous, dans votre objet, vous allez rajouter un micro pour la gestion applicative de votre projet.
on a deux microcontrôleurs, on a des coûts qui ne sont pas forcément optimisés. Et vu la puissance des micros aujourd'hui, l'évolution des modules, ce sont des systèmes on chip. Vous avez une partie du micro qui s'occupe de la stack et l'autre partie qui est disponible pour vous, pour la partie applicative. Donc on fait encore une économie, j'allais dire, dans l'implémentation. Et on n'a pas deux micros qui chacun bosse à la cool et on optimise un petit peu tout le monde. Les acteurs, aujourd'hui, il y a Semtech qui évidemment fait, c'est la raison d'être de Semtech, hein, c'est de vendre ses puces, mais il y a des licences qui ont été accordées à Microchip et à ST Micro de manière à assurer la fourniture en volume du marché, parce que Semtech n'était pas capable tout seul d'assurer le volume pour toutes les demandes. Le petit point, on parlait de roaming tout à l'heure, le fait qu'on utilise des bandes sans licence dans la catégorie des bandes ISM, qui elles sont bien définies, impose une petite contrainte, c'est que les fréquences de la bande ISM ne sont pas les mêmes sur tous les continents sur la planète. En Europe, on a le 868, vous voyez qu'en Afrique, en Chine ou dans l'Amérique du Nord, ces bandes de fréquences sont différentes. Donc si dans votre projet, vous voulez un objet qui soit capable de communiquer en LoRa sur plusieurs continents, il faut bien identifier ce besoin dès le départ. La réponse aujourd'hui, elle est soit d'avoir deux modules qui travaillent chacun sur des fréquences différentes, et on commence à avoir des modules qui sont capables de travailler sur plusieurs fréquences. Mais de toute façon, et je pèse mes mots et un petit peu lourdement là-dessus, il va y aussi y avoir un impact côté antenne, puisque comme on utilise des fréquences différentes, les antennes ne seront pas les mêmes. On a vu, parce qu'on a qualifié un certain nombre d'objets et de solutions qui ont été développées, qui nous ont été soumises pour test, des objets où l'implémentation de la stack LoRa est parfaite, et avec des antennes à -5, -6, -7 dB. Donc on posait l'objet dans un endroit où on a une couverture, on n'entendait rien du tout. Vous pouvez avoir une très bonne implémentation logicielle, il y a quasiment autant de travail à faire sur l'antenne. Encore une fois, ce travail d'antenne, les fabricants de modules, eux, l'ont déjà fait. Donc pour une première utilisation, c'est un peu ma recommandation. Orientez-vous d'abord sur des modules pour prendre en main la techno et voir comment elle se comporte. Et faites le travail électronique si vous voulez descendre plus profondément dans un second temps. Ah, oups, j'ai oublié une petite chose sur la caractéristique de LoRa aussi, c'est ce qu'on appelle le duty cycle. C'est une des conséquences du fait qu'on utilise des bandes de fréquences sans licence, c'est qu'il y a une règle à respecter pour assurer le fait que tout le monde puisse parler et utiliser la radio. Typiquement dans la bande ISM, la règle c'est que vous n'avez pas le droit de parler plus de 1% du temps. C'est très schématique, mais ça vous donne quelque chose aux alentours de 36 secondes par heure. Et quand je vous parlais tout à l'heure du message type qui fait une trentaine d'octets, dans des conditions opérationnelles d'un réseau LoRa déployé par un opérateur, vous allez avoir des temps de transmission, donc de l'utilisation de la radio, qui, moyennant plein de petits calculs, alors essentiellement une règle de 3, va vous amener à une fréquence d'envoi de messages opérationnel qui est 1 toutes les 10 minutes. Si vous avez un besoin, ou si vous détectez dans votre projet que vous avez besoin d'envoyer des messages plus souvent qu'une fois toutes les 10 minutes, vous commencez à rentrer dans la zone où LoRa va vous apporter plus de contraintes que de solutions. Alors au départ, j'allais dire, c'était pas gênant, parce que les modules vous laissaient utiliser la bande quand vous vouliez, quitte à violer la règle. Maintenant, il n'y a quasiment plus de modules qui permettent ça,
Et les fabricants ont implémenté ce qu'on appelle du duty cycle enforcement dans les modules, et qu'en fait vous demandez au module de transmettre, et il vous répond, ben ouais, mais t'as plus le droit. Donc il garde le message, il attend que le duty cycle se régénère, et il enverra le message à ce moment-là. Vous imaginez bien que si vous avez une solution dans laquelle le message part, mais quand il a le droit, c'est un petit peu compliqué pour baser un service là-dessus. Donc, une fois toutes les 10 minutes, gardez ça en tête sur la fréquence d'envoi de message. Ce petit slide, juste pour vous expliquer qu'on met à votre disposition un outil qui est sur réseau.orange.fr, qui est la carte de couverture de l'ensemble des technologies que l'on met à votre disposition, que ce soit 2G, 3G, 4G ou LoRa. Donc je vous invite à regarder dans un premier temps effectivement la couverture en fonction de l'endroit où vous voulez l'utiliser. Comme tous les opérateurs, on ne va pas faire exception à la règle, ces cartes de couverture sont issues de simulations. Alors, chacun a les outils les plus fins ou les plus précis, et la simulation se rapproche maintenant de plus en plus de la réalité. Je vous invite aussi à aller regarder sur le terrain comment ça se passe, si effectivement vous avez une transmission. Si vous êtes en outdoor, ça va être des conditions plutôt faciles. Si vous allez commencer à travailler de l'indoor, en fonction des bâtiments, de la structure et des masques que vous pouvez avoir, il n'y a pas de magie, c'est de la radio. Donc il y a des moments où ça passe, et puis il y a des moments où c'est plus compliqué. Donc qu'est-ce qu'on fait pour répondre à cette problématique? Gilles vous l'a dit, on a des solutions à mettre à votre disposition pour renforcer la couverture à certains endroits où elle peut faire défaut. Ce sont des nano-gateways. Et on est en train de travailler aussi une solution qui va vous permettre de tester facilement la couverture à un endroit. Et jusqu'à présent, on utilisait, si je l'ai là, ouais. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit outil qui est un testeur réseau de chez Adonis RF. Alors, il a plein de qualités. On va dire qu'il a deux inconvénients. Son prix, parce que ça vaut aux alentours de 150, 180 € hors taxe, c'est pas donné. Et l'autre défaut qu'on lui trouve, c'est que c'est une Rolls-Royce. C'est-à-dire qu'il a une super antenne, le truc a été tuné à mort pour avoir d'extrêmement bonne qualité, mais dans la réalité, votre objet sera assez rarement des mêmes caractéristiques techniques que celui-là. Donc vous testez la couverture avec ça, vous dites c'est nickel, j'ai ce qu'il me faut, vous faites votre objet et vous dites ça marche pas. Ben oui, parce que votre objet, à moins d'avoir une antenne avec un gain de 2 dB comme ça, ne verra pas le réseau de la même manière. C'est pourquoi on travaille sur un petit objet dont on donne à son antenne les caractéristiques que l'on voit à peu près partout, et que si cet objet vous dit qu'il y a de la couverture, c'est que c'est vrai, et que c'est de la couverture opérationnelle. Alors cet outil il fonctionne comme, c'est pas du Google Maps, mais vous avez un moteur de recherche, vous rentrez une adresse, vous pouvez vous balader géographiquement dessus. J'allais dire, un enfant de 8 ans peut s'en servir, donc c'est plutôt simple à utiliser. L'autre, donc on l'a vu, ça sont d'autres caractéristiques. Je vais m'attarder un petit peu sur deux choses. Le côté bidirectionnel de la technologie LoRa. Vous avez la capacité d'avoir des messages montants. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer des messages vers vos objets avec une petite contrainte à gérer. C'est que pour gérer une extrêmement basse consommation, la partie réception de messages sur LoRa, elle fonctionne de la manière suivante. C'est l'objet communique, il ouvre une fenêtre de réception pour voir s'il y a des messages en attente. Cette fenêtre, elle dure 2 secondes, et ensuite, elle se referme.
Et la prochaine fenêtre de réception, ce sera la prochaine fois que vous allez, vous, faire parler l'objet. Si votre objet parle toutes les 10 minutes, vous aurez une fenêtre de réception toutes les 10 minutes. Si votre objet parle une fois par jour, vous aurez une fenêtre de réception une fois par jour. Donc, à prendre en compte si vous avez un besoin fort de gestion bidirectionnelle. C'est possible, mais il faut savoir comment ça marche. L'autre point sur la techno LoRa, ce qu'on appelle le spreading factor, encore une fois, c'est une manière de gérer la consommation électrique et de l'optimiser. Au départ, ce réseau fonctionne en broadcast, c'est-à-dire que les objets parlent, mais ne savent absolument pas où est le réseau. Et le réseau entend les objets et va lui répondre, mais en fait, tu es en train de parler pleine puissance et très lentement pour optimiser la portée, mais je t'entends plutôt bien, donc passe dans un mode où tu vas parler plus vite, et du coup tu vas utiliser la radio moins longtemps, donc tu vas optimiser ta batterie. La gestion du spreading factor, elle est assurée de manière automatique par le réseau. La bonne pratique, c'est que quand vous faites la phase initiale d'attache au réseau qu'on appelle un join, vous le faites en spreading factor 12, donc message qui parle très lentement, puissance maximum, pour avoir le maximum de chances d'être entendu par le réseau. Et le réseau va vous répondre, ah, mais en fait je t'entends super bien, passe en spreading factor 9, le module reçoit ça, et les communications s'établissent de manière optimisée. C'est un mode dans lequel je vous recommande de fonctionner, à l'exception des objets qui se déplacent. Parce que cette phase de dialogue et de fixation du spreading factor, elle n'a pas lieu en permanence, elle a lieu à chaque émission. Si l'objet est à un endroit et que le réseau lui répond mais passe en spreading factor 8 parce que c'est bon, mais qu'ensuite l'objet se déplace et se retrouve dans une zone du réseau où les conditions de réception ne sont plus les mêmes, le prochain message qu'il va émettre, il va le faire en spreading factor 8 et peut-être que le réseau ne l'entendra pas. D'accord ? Donc, le mode de gestion automatique du spreading factor qu'on appelle l'ADR, l'Adaptative Data Rate, à utiliser sans modération, sauf si vous avez un objet qui n'arrête pas de se balader. Dans ces cas-là, ce qu'on recommande, c'est l'utilisation d'un spreading factor fixe que vous allez devoir choisir en fonction de l'équilibre entre la chance d'être entendu et la consommation énergétique induite. Alors, comme je ne suis pas un chacal, je vais vous dire que ce spreading factor, c'est le spreading factor 10. Parce qu'encore une fois, on l'a expérimenté et c'est celui qui, pour nous, alors vous avez le droit de me dire, non, non, pour mon projet, ça sera plutôt du 9 ou plutôt du 11. Mais vous avez tout à fait la possibilité de dire à un module, tu fonctionnes en spreading factor fixe, parce que je veux que ça fonctionne comme ça. Dans les fonctionnalités qui vont arriver prochainement sur LoRa, on a déjà commencé à expérimenter et mettre en œuvre des roaming entre réseaux, puisque aujourd'hui, quand vous considérez la techno LoRa, il faut la considérer comme une techno nationale sur laquelle la partie roaming n'est pas encore le service le plus évolué que vous puissiez avoir. Donc il y a des travaux qui sont faits de manière assez active à la LoRa Alliance sur ce sujet. Et par contre, la géoloc, ça c'est quelque chose qui est déjà disponible. C'est une capacité qu'offre le réseau LoRa, simplement sur l'écoute d'un message. Et dans un premier mode qu'on appelle la macro-localisation, c'est de la triangulation entre les antennes qui ont reçu le message. Et on vous livre une position avec un indice de fiabilité. D'accord ? Alors, ça ne va pas marcher pour retrouver un trousseau de clés, qu'on soit tous très vite fixés sur le sujet, mais sur des aspects logistiques, de savoir si un colis était à Paris et s'il est à Lyon, vous allez avoir la capacité à obtenir du réseau une réponse avec une position, sans avoir besoin d'implémenter dans votre objet de capacité de localisation comme du Wi-Fi, du GPS ou autres technos qui sont assez consommatrices. D'accord ?
Et alors, est-ce que Gilles... Ouais, Gilles, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. La macro, elle fait partie du service de base. Oui. Et l'autre qu'on appelle la TDOA, TDOA, ça veut dire Time Difference of Arrival. Là, on va mesurer le temps de vol du paquet. Donc ça va nécessiter la mise en œuvre de techno et de solvers un peu plus compliqués. L'avantage, c'est que vous allez avoir une augmentation de la précision et que ça, c'est une option, Gilles, hein, c'est ça? Oui, en fait, elle est offerte au moins pendant les voilà, jusqu'à la fin. De manière à ce que vous puissiez voir ce qu'elle propose, mais elle fera partie d'une option tarifaire, mais elle est disponible aujourd'hui pour voir, pour que vous puissiez regarder ce qu'elle propose. Si vous avez besoin d'aspects de localisation pour vos objets et que vous trouvez que c'est une bonne idée de confier ce boulot-là au réseau. Oui. Alors, on peut l'imaginer, parce que technologiquement, ça ne pose aucun problème. Après, ce sont des histoires de marketing et de stratégie, et que pour l'instant, on n'en parle pas. Donc, ce que l'on fait, par contre, c'est du roaming avec des pays frontaliers. Mais le roaming que vous décrivez, où vous auriez le meilleur des deux réseaux, c'est quelque chose qui n'existe pas pour le moment. C'est un petit schéma. Alors, par contre, ça me donne l'occasion de préciser quelque chose. Vous pouvez, j'allais dire, aujourd'hui implémenter une sorte de roaming qui est d'enregistrer votre objet chez plusieurs fournisseurs de réseau. D'accord? Vous pourriez enregistrer votre objet chez Orange et chez Objet News. Sauf que quand vous faites ça, c'est quelque chose qui est possible si les deux réseaux ne sont pas existants au même moment, au même endroit. Sinon, je vous prédis je vais y aller franchement, les pires emmerdes. Parce qu'en fait, votre objet va parler, les deux réseaux vont essayer de lui répondre, et à la fin, personne n'est gagnant. Ça ne marche pas. En revanche, on a vu des gens qui avaient des projets d'objets qui se baladaient entre la France et les Pays-Bas, et en fait, leurs objets sont enregistrés sur les deux réseaux. Mais ça veut dire que dans le développement, vous êtes obligé de prévoir un développement pour vous connecter à la plateforme d'où les données sortent pour le réseau Orange et à la plateforme d'où les données sortent pour le réseau aux Pays-Bas. Ce n'est pas infaisable, mais ce n'est pas encore super souple en termes d'implémentation. Ce slide-là vous montre les trois classes qui existent, mais dont deux seulement sont implémentées. En termes d'objets, ce sont les objets de classe A, ce dont je vous parlais. L'objet émet, il attend un petit peu une fenêtre de réception, et ensuite il ferme. Donc vous avez le schéma qui explique ça. Essentiellement pour des objets qui sont sur batterie. Vous avez un certain nombre d'objets qui sont alimentés en permanence, qui fonctionnent dans le mode qu'on appelle classe B, où en fait vous avez une phase de transmission et une phase d'écoute permanente jusqu'à la prochaine phase de transmission. Ce qui fait qu'avec des objets de classe B, vous avez la capacité à parler quand vous voulez à l'objet, la gestion de l'autonomie énergétique étant nulle et non avenue, puisque l'objet est alimenté par le réseau. Mais je le mentionne parce qu'il faut le savoir. Les objets de classe C, c'est quelque chose qui était prévu par la norme, mais pas implémenté, avec des histoires de synchronisation entre l'objet et le réseau à base de beacon pour savoir quand on peut parler à l'objet. Mais c'est resté à la phase proto et pas implémenté dans les modules aujourd'hui. Oui. Effectivement, le classe C, je me suis emmêlé moi-même. C'est le classe B qui n'est pas implémenté, pardon. Oui, oui. Le classe C remains powered et c'est le classe B qui n'est pas implémenté. Merci.
on ne peut pas parler de technologie sans parler de réseau sans parler de sécurité. La technologie LoRa nativement encrypte les données et l'attachement au réseau est fait au moyen de clés. Alors on parle de niveau de sécurité de type 128 bits AES, ça nous paraît correct. Si vous avez besoin d'une encryption supplémentaire, c'est à vous de la mettre en place. D'accord ? Et ben ça veut dire que j'ai doublé les slides parce que c'est la même chose que tout à l'heure sur le Spreading Factor. La manière dont un réseau LoRa typique est architecturé, des objets ici, des gateways, le cœur de réseau, et la frontière ici, et entre le orange et le bleu, c'est la plateforme LiveObject dont on va parler tout à l'heure, qui est le point où vous allez récupérer les données venant du réseau. Et votre partie se situe ici, c'est la partie développement de vos serveurs d'application. Et dans l'offre d'accès au réseau LoRa, la plateforme LiveObject vient avec. Elle fait partie de l'offre. Il n'y a pas d'autres moyens de récupérer chez Orange les données issues du réseau LoRa. J'ai une question sur cette partie-là. Est-ce qu'on peut marier les modules entre eux? C'est une bonne question. J'y vois pas de contraintes techniques particulières, mais de manière à avoir une transmission de données possible entre un module qui est hors couverture et un module qui serait en zone de couverture. C'est pas impossible. Alors peut-être que ce maillage est possible, ça veut dire que vous allez faire une gateway. En fait, vous allez faire une espèce de gateway qui va utiliser une radio, je ne veux pas savoir laquelle, entre vos objets et cet objet qui communique en LoRa, qui lui emmènera les données jusqu'au serveur. C'est une manière de faire. Est-ce que votre question va jusqu'à dire, est-ce que les objets qui sont hors zone de couverture peuvent aussi parler en LoRa? Le maillage est possible, je n'ai pas de réponse. Je vous parlerai du starter kit LoRa tout à l'heure. Dessus, il y a un module Bluetooth. Vous pouvez faire des objets qui parlent en Bluetooth et qui sont concentrés à cet endroit-là pour parler en LoRa après. Si vous faites du LoRa point à point entre un objet, en fait, vous ne pourrez pas faire de temps en temps du LoRa point à point et de temps en temps du LoRa en réseau. Il faudra choisir. Oui. Ça nous évite d'avoir à redesigner chaque produit, chaque sensor, plusieurs stacks matériels, et avoir juste une stack matérielle qui va avoir cette connectivité vers le réseau LoRa de la bande de fréquence concernée par le pays sur lequel on va... C'est ce que, en fait, cette stratégie-là ne s'oppose pas à celle que je vais vous décrire, qui est aussi l'utilisation de nano gateway, c'est-à-dire la création de couverture LoRa à un endroit où vous en avez besoin en complément de celle du réseau. Vous pouvez développer une stratégie, vous, de récupération des données de vos sensors, parce que ça vous intéresse de la gérer comme ça. Une autre stratégie est d'aller mettre de la couverture là où on en a besoin. Oui. Des capteurs qui marchent en 868, en 915, ça se gère. Oui, mais dans le pays concerné, la gestion de la bande ISM ne vous permettra pas forcément... Alors en gros, les fréquences que vous allez retrouver à peu près partout, c'est du 2,4 GHz, parce qu'elle, elle est planétaire. Vous allez retrouver du Bluetooth. Mais ensuite, de trouver
une fréquence que vous avez le droit d'utiliser partout sur la planète pour la convertir ensuite dans le LoRa. Regardez, la matrice, elle n'est pas cool. Mais c'est une stratégie possible. Oui. Oui, pardon, ouais, ça sera mieux. Merci. Pour la prochaine question. Gilles en a parlé tout à l'heure. On parle de 2G, on parle de LoRa, on parle de LTE-M. La décision et la stratégie très claire qu'on a chez Orange, c'est que quand il y a une technologie qui existe, on vous propose un starter kit pour utiliser cette technologie, la comprendre, la prendre en main. Et un starter kit, pour moi, ses caractéristiques, alors c'est celui LoRa que je vous présente là, c'est quelque chose qui ne coûte pas 350 €. Donc ce starter kit-là, vous le trouvez aujourd'hui à un petit peu moins de 80 €. C'est quelque chose qui embarque déjà énormément de choses qui vous permettent de développer et de maqueter, de prototyper rapidement sans avoir à designer une carte électronique par-dessus. C'est quelque chose qui gère son autonomie et la partie alimentation déjà. Vous avez sur ce kit-là une batterie embarquée et ici 2 connecteurs, soit pour gérer une batterie externe, soit un petit panneau solaire. Donc avec toute la charge, la gestion de la charge qui est gérée. Et c'est quelque chose aussi qui vous montre qu'il ne faut pas opposer les technos entre elles, mais plutôt penser hybridation. C'est-à-dire qu'il y a des projets sur lesquels ça serait, pourquoi pas, intéressant d'avoir du LoRa et de la 2G. D'accord ? On a illustré ça en mettant ici en bas un module Bluetooth. Vous pouvez récupérer des informations venant d'objets Bluetooth et les transmettre en LoRa. Ce faisant, vous leur donnez la capacité de discuter sur des longues distances, alors que le Bluetooth, au départ, c'est plutôt 50 mètres. D'accord ? Donc ce que je veux vous dire par là, c'est penser hybridation des technos entre elles, si ça répond à votre besoin, évidemment, plutôt que de les opposer en disant LoRa, ça fait bien un bout, mais ça fait pas tout. On peut mettre sur un kit du LoRa et de la 2G. Ça fonctionne très bien. Ce qui a été important aussi, alors on a fait un choix de proposer ce kit dans, je vous le montrerai tout à l'heure, dans l'environnement Arduino, parce qu'il y a une foultitude de capteurs qui existent déjà et qui permettent de faire du maquettage et du prototypage ultra rapide. En revanche, les cartes que l'on connaît avaient des capacités un petit peu limitées en termes de processeur et de mémoire. Donc on a un petit peu gonflé ça avec un processeur qui pédale un petit peu et un peu plus que 2 kg de mémoire pour charger votre code, parce que c'est marrant 5 minutes, mais à la fin, ça vous empêche de travailler plutôt qu'autre chose.